grâce à ça. En Europe, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples d'humoristes qui ont été connus en fait par YouTube, mais en Afrique également, de plus en plus, je prends le cas de ce professeur de fitness en fait qui s'est essayé en fait, qui a un jour essayé il voulait perdre du poids. C'est après qu'il est devenu professeur de fitness. Donc pour se motiver, un Africain, c'est un Sud-Africain. Il s'appelle Peter Siller, c'est vrai qu'il est Sud-Africain, mais c'est toujours un Africain. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de poster une vidéo de lui en surpoids, on va dire. Et il faisait des entraînements. Donc, il montrait aux autres quels conseils suivre pour pouvoir perdre du poids. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que ça a aidé d'autres personnes. Il n'a pas tout de suite pensé au côté pécunier. Il s'est dit que ça pouvait aider d'autres personnes de le voir se motiver, de le voir perdre jour après jour les poids, les kilos en trop. Et après, au fur et à mesure, sa chaîne a pris de l'ampleur. Il est devenu professeur de fitness par la force des choses, parce qu'à la base, il donnait des cours de guitare. Donc, il est devenu professeur de fitness par la force des choses. Et actuellement, il est millionnaire grâce à son compte YouTube. Parce que quand vous allez sur une chaîne YouTube, une vidéo, vous allez voir des publicités apparaître. Quand vous cliquez, ça génère du revenu. Donc, simplement, depuis son salon, il poste des vidéos de lui en train de faire des cours de fitness, du yoga, et il a des millions d'abonnés sur sa chaîne. Donc, si ça vous tente également, vous avez une passion à faire partager, par exemple, vous aimez maquiller, par exemple, donc expliquer, faire des tutos maquillage, par exemple, vous pouvez poster des vidéos, tout simplement. C'est très fréquent aux États-Unis. Il y a des marques de cosmétiques carrément qui sponsorisent la chaîne. Qui font appel à ces demoiselles. Il y a une qui s'appelle Michelle Fan, que j'ai connue, j'ai trouvé sa chaîne il y a 1 ou 2 ans. Mais le parcours a été crescendo. Donc aujourd'hui, c'est l'égérie d'une grande marque. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre marque. Et elle vit uniquement de ses vidéos sur YouTube. Donc, il y a beaucoup d'Africains. Je citerai Casper Lee, Peter Siles, dont on vient de citer l'exemple également, et Martin Lawton, c'est vrai qu'ils sont tous en Afrique du Sud, mais je veux dire que c'est pas une raison pour nous, Africains de l'Ouest, de ne pas se bouger, en fait. Très bien. La troisième news nous permet de rester justement en Afrique de l'Ouest et nous envoie au Sénégal. Exactement. Très belle idée du Sénégal. Bon, je veux dire que le Sénégal, quand même, a toujours une longueur d'avance en matière de technologie parce qu'il y a un restaurant, en fait, là-bas qui a une idée innovante, très intéressante. Pour ceux qui connaissent Foursquare, c'est une application gratuite qui est disponible sur vos smartphones. Et avec Foursquare, vous pouvez localiser, en fait, l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je suis à la RTI, je clique et ça met que je suis à la RTI. Et donc, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour pouvoir avoir beaucoup plus de clients dans leur restaurant. Quand vous faites un check-in, vous avez un cocktail maison qui est offert. D'accord. Donc, quand vous dites que vous vous trouvez dans ce restaurant, on vous offre un cocktail. Voilà. Quand vous dites que vous vous trouvez dans ce restaurant, on vous offre un cocktail. Mais forcément, vous avez reçu un cocktail gratuitement, vous n'allez pas boire le cocktail et puis partir tout simplement. Vous allez peut-être vouloir prendre un petit menu pour déguster et découvrir. Et ce qui a fait que son restaurant a eu le succès pendant toute cette période, depuis le mois d'août où il a lancé le concept. Donc c'est une idée, si vous cherchez à développer votre business, allez sur Foursquare et invitez vos clients à faire des check-in. Mais bien sûr, amenez-les aussi à payer parce que c'est bien. Tu peux venir dans le restaurant, tu peux passer en face et puis tu fais check-in. Et puis tu peux revenir après, peut-être 2 semaines plus tard. Non, pas comme ça. Obligez-les à rentrer dans le restaurant et à faire le check-in et puis à leur proposer en contrepartie quelque chose qui va leur faire plaisir, une prestation qui va leur faire plaisir. Et on finit avec les applications mobiles les plus utilisées, les applications mobiles gratuites, on précise. Exactement, gratuites. Donc déjà, il y a, pour ceux qui connaissent, qui ont des smartphones, Google Maps. Donc Google Maps qui est à 54% présent sur tous les smartphones dans le monde et qui est utilisé. Donc si vous êtes perdu avec Google Maps, vous pouvez vous retrouver facilement. Il y a également Facebook. Évidemment. En 2e position. Et ça m'étonne même que ce soit Facebook qui soit en 2e position. Mais comme c'est Google qui est le roi. Il y a également YouTube qui est en 3e position avec 35% de taux d'utilisation dans le monde entier. Il y a également Google+. Donc on a 3 outils Google qui sont dans le peloton de tête. Il y a une application chinoise qui est un peu comme une application qu'on connaît qui s'appelle WhatsApp. Donc cette application chinoise s'appelle WeChat. Elle est en 5e position, mais c'est tout à fait normal parce que bon, il y a des milliards de Chinois dans le monde. Donc, cette application, elle est exclusivement utilisée par eux en Chine.
Il y a également Twitter, donc pour ceux qui utilisent Twitter. Il y a Skype, qui n'utilise pas Skype. Il y a également WhatsApp. Moi, je suis une férue de WhatsApp, j'adore WhatsApp. Et puis Instagram, qui est de plus en plus utilisé par... C'est un réseau social de partage photographie, de photos. Voilà, on partage les photos. Je suis sur le plateau avec Eva. On se fait une photo, on met sur Instagram. Les gens like. Et puis la vie est belle, tout simplement. Tout simplement. Très bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout. Et je remercie aussi, parce que sur le débat, j'invite également tous ceux qui sont à la maison peut-être à continuer le débat par rapport aux métiers qui ne vont pas disparaître à cause des machines. Donc je remercie aussi tous ceux qui étaient sur ma page Facebook, qui ont contribué également au débat, qui ont donné également des idées et tout. C'est pour dire que c'est vrai, on va vers l'évolution, mais prenons des dispositions en fait, dès maintenant pour choisir les meilleurs métiers pour nos enfants et ne pas être surpris. Très bien. Merci beaucoup. Merci Eva. À la semaine prochaine, hein, si Dieu veut. Bien sûr. Alors, très chers téléspectateurs, juste le temps pour moi de vous informer que Couleur Vacances, vous connaissez donc cette grande émission de vacances de RTI2, se déplace à Cocody. Et aujourd'hui, je vais vous parler précisément du bal. Donc, c'est une émission animée par M. Eric Sekongo Sarawino. L'enregistrement, c'est pour samedi 31 août du côté de l'hôtel communal. On va regarder ce spot qui en parle. Couleur Vacances 2013, enregistrement du bal, émission de divertissement le samedi 31 août 2013 à 20h à l'hôtel communal de Cocody. Artistes invités, Betika, Gadoukou la star, DJ Mix, Baby Philippe, si vous êtes content de la ce soir, criez baby. Si vous êtes content, criez Philippe. les patrons et bien d'autres. Voilà, le bal donc, l'enregistrement pour samedi 31 à l'hôtel communal. Il est temps pour nous de passer à la seconde partie de cette émission. La semaine dernière, en compagnie de nos invités, le Dr Brou et M. Baby Douka, nous avons longuement parlé d'harmonisation de la vie de couple. Et une problématique fut récurrente lors de notre entretien, celle de la communication. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de marquer un arrêt sur cette question épineuse et de tenter d'y apporter des solutions. Les mêmes invités seront présents. Bien évidemment, le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Et M. Baby Douka qui sera installé dans quelques instants. Et on va commencer tout de suite avec le jingle. Rebonjour, docteur. Bonjour, Eva. Communication dans les couples, c'est le thème aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un sujet qu'on finira jamais de traiter. Parce que les familles, dont la base est bien sûr le couple, demeure une préoccupation essentielle pour tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus d'ailleurs, des couples sont en difficulté. Par le constat des cas de divorce, des cas de séparation, il y en a beaucoup au quotidien. Donc il est important que ce sujet-là soit abordé et continue d'ailleurs d'être exploré pour limiter, j'allais dire, les dégâts à défaut de les annuler. Très bien. Voilà. Également présent, M. Baby Douka, bonjour, programmateur neurolinguistique. Le thème, c'est le même. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que le thème de la communication en général est très important et elle est d'actualité. Ce thème est d'actualité dans la mesure où aujourd'hui, notre condition essentielle pour être heureux en soi-même et dans la société dépend de notre qualité de communication. Alors, aujourd'hui, la PNL apporte à sa manière son idée sur les techniques de communication efficaces. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre pendant cet entretien? Qu'est-ce qu'on va entendre par communication dans le couple? On commence avec M. Baby. Oui, il faut dire que la communication aujourd'hui a évolué. Dans le temps, on parlait de messages, de dire quelque chose. Aujourd'hui, avec la PNL et les nouvelles recherches, sinon les nouvelles découvertes, on parle en plus de messages, on parle de la communication verbale et la communication non verbale. Voilà, c'est-à-dire que notre physique
nos gestes, nos mouvements, notre posture, tout ça, ça participe de la communication. Ou bien notre silence, ou bien nos actions. Bref, c'est tout notre comportement aujourd'hui qui est communication. Très bien. Docteur? Alors, je pense qu'il n'y a pas de grande différence, c'est exactement ça. D'ailleurs, les psychologues vous diront que environ 20%, environ à 30%, c'est la communication verbale, c'est ce que nous faisons. Mais à côté de ça, ce que souvent beaucoup de personnes ignorent, ou donnent l'impression d'ignorer, c'est la communication non verbale. Et comme l'a dit l'autre, c'est le corps, c'est tous les gestes, c'est l'expression du visage, c'est la tenue, c'est tout. Tout le physique qui en réalité, selon les scientifiques, représente environ 70 à 80% de cette communication. Ça veut dire que lorsque je suis en train d'échanger avec quelqu'un, il y a ce qui est dit. Vous savez, chez nous en Afrique, souvent, on ne dit pas tout comme on le dit. Hein. On dit on ne dit pas tout. Donc, il y a, dans ce qui est dit, il y a le non-dit, mais à côté du non-dit, il y a les gestes, il y a l'expression du visage. Vous savez, quand vous êtes en situation d'échange avec quelqu'un, si la personne est en colère, même sans le dire, si la personne est dans la joie sans le dire, si la personne approuve vos observations que vous faites à son endroit, tout ça, ça se remarque en dehors de l'expression de la langue. Donc, si on ne parle pas, ça peut vouloir dire quelque chose. Comme si on parle, ça peut vouloir aussi dire quelque chose. Très bien. Alors, on va restreindre le débat donc à la vie de couple et à la communication dans le couple, très importante. C'est l'un des piliers même d'une vie de couple réussie. À quel moment de la vie à deux survient généralement les problèmes de communication? Parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Il y a une première phase rouge, qui était rouge. On n'a pas le schéma aujourd'hui, mais on l'avait la semaine dernière. Donc, cette phase où tout était beau, où on idéalisait l'autre, où on acceptait tout ce qui venait de l'autre. À quel moment est-ce que les problèmes commencent à survenir, Monsieur Bébi? Tout à fait. Il faut dire que au début de la relation, on peut appeler ça la phase de séduction, effectivement, le cerveau est envahi par plusieurs hormones qui, disons, donnent des ailes. Et à ce moment-là, on ne peut pas sentir, on ne peut pas percevoir les difficultés de communication, même si ces difficultés existent. Et c'est après ce passage-là, que effectivement c'est comme si on va voir clair et on va percevoir donc les difficultés de communication. Donc c'est pour dire que c'est après. Ça peut mettre des mois, des années, mais tôt ou tard, on commence par voir clair dans ces difficultés-là. Et justement, pour en parler, la semaine dernière, quand on parlait de tempérament, vous disiez que les visuels mettaient plus de temps à se ressaisir parce que attachés justement à ce qu'ils voient. Donc tant qu'on leur présente une figure tranquille, un beau visage, un aspect extérieur satisfaisant, le compte est bon. Tout à fait. C'est leur modèle de communication. Voilà, parce qu'on verra par la suite que, en fonction de chaque tempérament, il y a une façon de communiquer. Voilà. Très bien. Docteur? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec l'expérience travail aidant, je me rends compte que les difficultés interviennent dès lors que les premiers obstacles vis-à-vis de nos valeurs apparaissent en réalité. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons dans une relation, que ce soit dans une relation d'amitié classique ou dans le couple, comme nous disons, on vient avec des valeurs. On vient peut-être avec des principes, avec une certaine éducation. Et qui au départ, comme nos amis de neurolinguistique l'ont montré la dernière fois, le rouge, donc on idéalise tout, on a tendance à tout accepter. Et puis à un moment donné, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des obstacles ou des oppositions par rapport à nos valeurs. Je prends un exemple. Chez moi, j'aime faire telle chose. Je ne dirais pas de façon précise, mais je vais faire telle chose de telle façon. Voilà comment je vais gérer mes parents. Parce que j'ai été éduqué comme ça. Chez moi, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, ou bien il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens. Chez moi, ma préoccupation majeure, c'est mes neveux, ou ce n'est pas mes neveux, enfin peu importe. Alors, docteur, on va prendre un exemple tout simple. Donc, par exemple, un monsieur qui est dans le cas que vous venez de citer, donc qui est très famille. Très famille, voilà. Très famille. Qui a été élevé dans une famille nombreuse, qui est très attaché à sa famille. Et qui ne voit de valeur que ça. Que sa famille. Absolument. Qui rencontre une jeune femme, peut-être fille unique, qui a grandi dans un autre schéma, absolument, où c'est chacun chez soi. Par exemple, qu'elle a grandi en Europe. Voilà. Et puis chacun chez soi, effectivement. Je pense que c'est un très bel exemple. Forcément, il y aura un clash. Absolument. C'est-à-dire qu'au départ, quand on se rencontre, on dit c'est pas grave, ça va aller. De toute façon, je lui ai dit que moi j'aime pas où les familles, il y a beaucoup de gens, il a accepté. Parce que l'autre se dit si je refuse, je vais peut-être la perdre. Donc j'accepte. Et de part et d'autre, on accepte. En espérant que les choses vont aller dans le sens que nous voulons.
pas dans le sens de l'autre. Voilà, justement, pas en espérant changer nous-mêmes, Non, mais non, en espérant non, que l'autre accepte. va aller dans le sens que moi je veux. C'est-à-dire que celle qui a eu l'habitude de vivre en tant qu'enfant unique dans des conditions occidentalisées, va dire, ok, moi je pense que demain mon mari va comprendre, bien ma femme va comprendre que vivre à deux est l'idéal. Et puis l'autre va comprendre que je sais qu'avec ma femme, va comprendre qu'en Afrique, on a nos familles à côté. Donc on accepte ceci. Et puis avec le temps, on se rend compte que dans la pratique, c'est pas toujours évident de changer l'autre et donc les clashs commencent. Mais il y a un élément important que je voudrais quand même ajouter dans la communication, que nous ignorons souvent. C'est la communication avec soi-même. Est-ce que, je me demande souvent, est-ce que nous communiquons suffisamment avec nous-mêmes? Parce que pour que la communication avec mon partenaire ou ma partenaire soit de qualité, il est impératif que moi-même je m'examine. Dans les livres saints, c'est mis de s'examiner, de s'écouter soi-même, de s'examiner, de s'analyser soi-même. Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui malheureusement Comme disait ne font pas sortir. un grand penseur, connais-toi toi-même. Absolument, je crois que c'est Socrate qui l'a dit, connais-toi toi-même. Tout à fait. Monsieur Baby, on va passer à la question suivante. Donc, c'est les problèmes qui sont récurrents, qui reviennent très souvent. En tout cas, si on prend 100 couples, pardon, peut-être 60% des problèmes de communication, sinon plus. Oui, puisque tout, excusez-moi, puisque tout doit se régler par là. De toutes les façons, même les crises, que ce soit entre États, que ce soit en politique, que ce soit dans la société, que ce soit entre voisins, à plus forte raison dans le couple, c'est les échanges. Parce que même quand on a étudié les arts, on finit toujours par s'asseoir pour échanger. Donc, bien évidemment, je dirais à 100%, tout doit se régler essentiellement par la communication d'une manière ou d'une autre. Et très souvent, cette communication n'est pas aisée. Tout à fait. Il faut dire que la communication, c'est un moyen de régulation sociale. Voilà. Quand ça ne va pas dans la société, c'est le moyen le plus efficace, c'est la communication. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au niveau du couple, quand il y a des difficultés, c'est par la communication qu'on peut régler. Mais si on ignore comment communiquer, là, on aura tout perdu. Voilà. Ce qui fait que le couple est obligé de craquer. Voilà. Parce qu'on n'a pas ces moyens-là. Voilà. On n'a pas ces moyens, on ne se comprend pas. Beaucoup d'incompréhension. Voilà. Donc, comme on le disait, connais-toi toi-même, mais connais également ton partenaire. Ah oui, aujourd'hui, c'est absolument, c'est indispensable. C'est indispensable parce que quand vous voulez manipuler un appareil, si vous ne connaissez pas l'appareil, est-ce que vous pouvez manipuler l'appareil? Ce n'est pas possible. Donc, on apprend d'abord par connaître l'appareil avant de le manipuler. C'est la même chose au niveau de la communication aujourd'hui. Parce qu'il faut connaître le mécanisme mental. Chacun, en fonction de son fonctionnement mental, traite l'information de façon spécifique. Voilà. Par exemple, le mot banane ne représente pas la même chose pour un visuel comme pour un auditif ou celui qui a un cerveau kinesthésique. Vous voyez? Alors, quand vous allez dire banane, le visuel, voilà, le visuel, il peut voir une image. Hein, il voit l'image de la banane. Vous voyez? L'auditif, lui, il peut entendre le son quand il mâche la banane, le son que ça fait. Le kinesthésique, lui, la sensation. Donc, le goût. Le goût, quand il mange la banane, quelle sensation ça donne? Quel frisson? Alors, donc, à ce niveau-là, déjà, il y a la différence. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, on va rappeler que le visuel, c'est celui qui est bien évidemment sensible à ce qu'il voit, l'auditif à ce qu'il entend et le kinesthésique à ce qu'il ressent. Tout à fait. D'accord. Voilà. En fonction de son fonctionnement mental, il y a une préférence. Voilà. Donc pour le visuel, s'il n'y a pas d'image... La préférence, on ne la choisit pas, hein. Elle est innée. Elle est innée. D'accord. Voilà, elle est innée. On est soit auditif, soit visuel, soit kinesthésique. Soit kinesthésique. Voilà. Donc la personne ne choisit pas. Et son cerveau traite l'information, reçoit l'information, traite l'information, donne le retour en fonction de l'information. Donc s'il y a une information auditive qui arrive, c'est-à-dire où il y a du son, est-ce que tu m'entends, ceci, cela, le visuel, lui, il a besoin d'une information visuelle, c'est-à-dire de voir. Voilà, de voir. Et il entend. Son cerveau va transformer. Il aura une distorsion. C'est-à-dire qu'il va déformer en fait l'information qui vient de l'extérieur. Et il va avoir un retour. Et vous allez lui dire que ce n'est pas ce que je vous ai dit. En fait, c'est ce qu'il a reçu comme information. Comme information de par son cerveau. Et c'est sa réalité. Voilà. C'est pourquoi nous disons que la réalité qui vient de l'extérieur n'est pas ce qui est reçu. Voilà. Et là, il y a beaucoup de malentendus à ce niveau-là. Voilà. Donc, il faut connaître le tempérament de son mari, enfin, connaître son propre tempérament et puis le tempérament de l'autre pour améliorer la communication. Absolument, ça c'est incontournable. C'est incontournable parce qu'en PNL, qu'est-ce que nous faisons? Il y a deux phases dans la communication. Il y a la phase d'observation. Voilà. Quand l'interlocuteur parle, vous l'observez. Il y a plusieurs étapes dans l'observation. Au niveau physique, comme on l'a dit, gestuel,
le mouvement du visage. Au niveau de la voix, quel est le ton de la voix que la personne utilise, quel est le rythme de la voix. Au niveau des mots, hein, quel genre de mots ou bien d'expressions la personne utilise couramment. Et au niveau des émotions, quelle émotion elle exprime souvent. Est-ce que c'est la colère, est-ce que c'est la joie? Voilà, donc c'est à ce niveau qu'il faut observer. Et puis agir maintenant, on appelle ça une synchronisation. La deuxième phase, c'est la synchronisation, c'est-à-dire se mettre au niveau de son interlocuteur. Voilà, être en phase en fait. Voilà. Donc je veux dire par exemple, le partenaire, celui qu'on a en face est visuel. Il y a une incompréhension, il y a une mésentente, on se dispute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des gestes pour qu'il assimile ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au niveau de la posture d'abord, c'est-à-dire si la personne à qui on parle est assise, vous devez vous asseoir. Quand on a un visuel en face? Non, pas un visuel, ça c'est général. Ça c'est général. Voilà, c'est général. S'il est un visuel, il va s'asseoir en fonction du visuel, mais comme vous ne pouvez pas l'étudier, déjà à sa position, vous asseyez. D'accord. Donc quand on parle à quelqu'un qui est assis, il vaut mieux s'asseoir. Sinon, il y en a une sensation de domination et donc l'autre n'est pas forcément réceptif. Oh, voilà, ça se passe au niveau inconscient. La personne ne fait pas exprès, mais au niveau inconscient, il n'y a pas de synchronisation. Voilà. Donc sa posture, ses mimiques, hein, la façon de faire ses gestes et tout ça. Donc vous imitez. Ah, c'est un premier temps. Voilà. D'accord. Voilà, donc les gestes doivent être alignés sur les gestes. Les mouvements, si la personne rit, vous riez. Voilà, parce que même si elle n'a pas envie de rire. Mais c'est ça l'efficacité de la communication. Si vous voulez l'influencer, il faut rire. Sinon, il y a rupture déjà. En fait, c'est ce qui crée les différents... Dès qu'il y a Je crois que le docteur veut réagir. Oui, tout à fait. Bon, je pense que il y a quelque chose qui est fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, avec le temps, je me rends compte qu'en réalité, le véritable obstacle, c'est soi-même d'abord. Dans la communication, dans une relation à deux. C'est vrai que ce n'est pas évident par nos habitudes. Vous savez, les habitudes chez nous, en Afrique, on aime régler les problèmes pour dire il a raison, il n'a pas raison. On a un peu grandi dans cette dynamique. Donc, il est évident que quand on se retrouve dans une situation de conflit, c'est difficile d'accepter. J'ai connu des gens, même pour demander pardon, c'est trop leur demander quand ils ont tort. Donc, le premier obstacle, je pense que c'est chez nous qu'il faut chercher. Et pour chercher, chacun a sa personnalité. Il y a des gens, de par la nature de leur personnalité, c'est difficile de communiquer parce qu'ils fonctionnent toujours étant au-dessus des autres. Vous prenez quelqu'un comme on appelle chez nous les parano, c'est des gens rigides, ils sont au centre de tout, en dehors d'eux il n'y a rien, donc il est difficile dans un couple. C'est des gens qui sont égocentriques en même Voilà, temps. absolument, de discuter avec ces genres de personnes. Bon, quelquefois on le sent dans nos couples, même si on ne sait pas typiquement que mon mari ou ma femme est un parano par exemple, on soupçonne que c'est quelqu'un de dur, quelqu'un de rigide, qui a toujours raison. Mais on se dit, peut-être avec la prière, peut-être avec le temps, etc., ça va. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la communication. Je voudrais qu'on n'oublie par exemple pas notre arrière-plan familial. Parce que quand j'ai grandi dans une famille, la manière dont mon père a communiqué avec ma mère, est-ce que c'est la brimade? Est-ce que c'est les cris? Quand je me marie, bien évidemment. Donc, il est toujours bien, pour ceux qui veulent aider les gens à bien communiquer, d'ailleurs, de les aider, à les amener à leur propre histoire d'abord. C'est fondamental. Aujourd'hui, je me rends compte dans le travail que si vous voulez aider quelqu'un en crise de communication, si vous ne connaissez pas son histoire de vie, il est difficile de pouvoir l'aider à sortir de ce schéma. De ce schéma. Très bien. Monsieur Baby, pour revenir donc à nos trois tempéraments, tout à fait. On était au visuel qui, en général, vous nous disiez qu'il fallait s'asseoir quand on a quelqu'un en face qui est énervé et qui est assis. Voilà, puisqu'il faut agir à plusieurs niveaux, comme il le dit. D'abord au niveau physique. Mais la différence arrive au niveau verbal. Voilà, c'est-à-dire les mots qu'on choisit pour un visuel, c'est différent des mots. On va choisir pour nous dire. Voilà. Par exemple, un visuel, on dira... tu as vu ce que tu m'as fait? Voilà, viens, on va voir clair dans une affaire que j'ai vue. Voilà. Voilà. D'accord. Il y aura moins de résistance. Il est déjà à l'aise. Voilà. À un auditif, voilà, viens, il faut qu'on s'entende. Voilà, une situation sur viens qu'on s'entende. Un auditif, son esprit est déjà réceptif. D'accord. Vous voyez? Alors, un kinésique, par exemple, il y a... Bon, je vois quelque chose de sombre, ou bien de louche, ou bien qui est lourd, l'atmosphère est lourde. Il faudrait qu'on essaie d'apaiser la situation. Voilà, apaiser, ça c'est kinesthésique. Donc le kinesthésique, il va percevoir mieux votre message. Vous voyez? Alors, si vous parlez, vous êtes auditive, moi je suis visuel, vous me parlez en auditive,
Mais il y a d'abord, mon inconscient va combattre ce que vous dites. Voilà. Il y a d'abord une résistance. Voilà. Et donc là, ça c'est une première erreur flagrante. Il y a, au niveau de ce qu'on appelle les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est la sélection d'une partie de la réalité par le cerveau. Voilà. La réalité a plusieurs parties. Et en fonction du cerveau qu'on a, le cerveau sélectionne, voilà, et ignore, ou met d'autres parties. Voilà. Donc, par exemple, chez les visuels, le cerveau va sélectionner, disons, le lieu. Voilà. C'est-à-dire, les visuels, généralement, vont aimer les sorties, prendre de l'air, s'évader. Donc, si on envoie un visuel dans un beau cadre pour parler de problème, il sera plus réceptif. Absolument. D'accord. Absolument. C'est-à-dire un nouveau cadre, bien sûr. D'accord. Voilà, donc, si vous avez une femme visuelle, hein, vous pouvez l'inviter à sortir s'il y a des problèmes. On va dans un nouveau restaurant ou on va à la plage et puis on parle. Elle sera déjà plus à l'aise et réceptive à vos critiques. Absolument. Elle-même sera surprise. Vous-même, la personne sera surprise de voir comment elle a changé de point de vue. Voilà. Donc, c'est comme ça. Parce que l'extérieur joue sur son inconscient. Sur son inconscient, le lieu. Voilà. Par exemple, l'auditif, c'est les personnes, voilà, qui est en face de moi. Voilà. Par exemple, si vous avez une affaire avec un conflit avec un auditif, bon, est-ce que vous faites venir son papa? Est-ce que c'est son meilleur ami? Qui vient régler l'affaire? Il faut une personne extérieure au problème. Voilà, extérieure au problème. Voilà. Et la qualité. Voilà, la qualité. Voilà, faut pas envoyer n'importe qui. Si on envoie n'importe qui, là, déjà, il y a un clash déjà. Donc, une personne de référence, quelqu'un qui inspire le respect. Tout à fait. Voilà, pour l'auditif. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Et tourner la page. Oui, tourner la page, ça, c'est un terme de... Il y a les visuels et puis il y a en même temps les kinesthésiques. Voilà, quand vous dites tourner la page, le visuel, lui, voit déjà une page qui tourne. Voilà, donc il faut qu'on tourne la page sur notre conflit. On va laisser de nouvelles bases. Je pense que c'est le futur qui compte. Le visuel, il est futuriste. Il est optimiste. Lui, il voit le futur. L'auditif, lui, c'est le passé. Il faut absolument régler le passé pour parler d'avenir. D'accord. Voilà, alors que le visuel, on peut sauter le passé. Voilà, mais l'auditif, on ne peut pas, c'est pas possible. Alors, il parle d'hier. Voilà, hier, ce que tu m'as fait, il faut qu'on règle ça. Allez, quand il y a des histoires avec les auditifs, surtout les femmes auditives, elles vont vous sortir la jeunesse de votre histoire. En 1985, tu m'as fait ceci. En 2002, tu m'as fait ça. Le 15 mars, tu es sorti, tu n'es pas rentré. Absolument. Donc, il faut régler tous ces problèmes-là. Absolument. Et même si c'est réglé, elle va quand même rappeler ça. Elle va quand même rappeler pour lui, ce n'est pas la première fois. Voilà. D'accord. Alors que le visuel, il fait un peu tabrase de tout ça. Et il est prêt à passer à autre chose. Voilà un nouveau départ. C'est pourquoi pour le visuel, quand on revient sur ce qui s'est passé, ça lui fait mal. Voilà. On a déjà réglé. Pourquoi voilà, parler ça encore? Tout à fait. Donc un visuel et un auditif, alors là, c'est un mélange de feu. Parce que quand il y a un problème, le visuel, il va passer à autre chose. Alors que l'auditif a besoin de revenir sur ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est pourquoi en PNL, on dit que c'est-à-dire que le bilan de la communication incombe à l'initiateur. C'est-à-dire si moi je suis visuel que vers un auditif, moi je dois me mettre dans la peau de l'auditif. Et vice-versa. Voilà, donc c'est comme ça. Donc si on sait ces choses-là, la personne qui parle sait que je m'adresse à un auditif, donc je me mets dans la peau de l'auditif. J'utilise les mots, je parle au passé, je sais qu'il faut forcément parler du passé. Voilà. Et ainsi de suite, progresser effectivement vers le futur. Vers le présent et puis le futur. Vers le futur. Très bien. Voilà. Docteur. Ce que je voulais dire, effectivement, les conditions de discussion, c'est important. Souvent, on demande à des couples si vous pouvez sortir un peu, aller à la plage, ou bien aller dans un restaurant. Effectivement, souvent, ça produit des résultats des plus incroyables. On dit, ah oui, c'est vrai, ça fait quand même 10 ans que je ne suis pas sorti avec ma femme. Ce week-end, on est allé quelque part au bord de la mer, on a discuté, c'est bon. Mais il y a un élément, je voudrais quand même insister qu'il faut discuter à certaines qualités quand même. C'est-à-dire, il y a des conditions, des facteurs qui vont absolument influencer dans un sens ou dans l'autre les échanges. Je pense que quand on va dans la communication, il faut avoir une certaine humilité. J'ai eu des couples avec lesquels on a discuté, dès lors qu'on discute, le principe est de ne pas dire « j'ai déjà raison ». Il faut aller avec beaucoup d'humilité, parce que si je vais discuter avec quelqu'un qui a déjà raison, ça ne sert plus à rien. Je vais le convaincre que j'ai raison. En fait. Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc l'humilité nous amène à dire le tort peut venir de moi. Je peux avoir été l'auteur du tort qui s'est produit. Il faut savoir aussi prendre le temps pour cela d'écouter l'autre. Parce que si on n'a pas d'humilité, l'humilité nous amène de ce fait aussi vers la concession. On ne peut pas aller dans une communication, des échanges, qu'on ne fait pas de concessions. C'est-à-dire que je suis campé sur ma position, il y a ma façon de voir, c'est ça ou rien. Dès lors qu'on est agrippé, il est évident que cela est un facteur qui annule ou qui bloque la qualité d'une communication dans un couple. Chez nous,
C'est comme ça, point final. Donc tout ce qui vient d'ailleurs n'a pas de sens. En ce moment-là, on n'est pas disposé. Et c'est une sorte d'orgueil parce qu'on peut être inconscient. Je pense que les amis de la programmation pourraient peut-être nous aider. Mais ça montre qu'on est orgueilleux. À partir du moment où je dis, c'est la même chose comme les préjugés. Chez moi, c'est comme ça. Donc ce qui vient d'ailleurs n'est rien par rapport à ce que je vois. Je pense qu'il faut accepter. Complexe de supériorité. Absolument. On ne peut pas être dans un couple, j'ai posé des questions à des couples. Si vous jugez une affaire, puis on dit tu as raison sur ta femme ou vice-versa, je ne sais pas ce que ça apporte. Donc on ne va pas dans la dynamique de la raison, on ne va pas dans la dynamique de la supériorité, mais dans le souci responsable de pouvoir progresser et créer une famille stable, bien évidemment, pour les enfants. Je pense que quand on va dans ce sens, l'humilité étant, on y arrive plus ou moins à communiquer aisément. Effectivement, il faut dire que ce que le docteur dit, c'est réel parce que dès lors qu'il y a un problème de communication, chacun est à la fois coupable. Coupable de ne pas comprendre l'autre et coupable de ne pas se faire comprendre. D'accord. Voilà, on ne dit pas tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas su me faire comprendre. Tout à fait, là c'est responsable. Voilà. Mais quand on dit tu ne m'as pas compris, ça dit qu'on rend l'autre responsable. Oui, mais des fois, on pense en toute bonne foi avoir expliqué en long, en large et en travers le problème avec des mots simples, avec l'attitude qu'il faut. Et puis, on est désolé de voir en face quelqu'un qui n'est pas réceptif, qui n'est pas accessible à cela. Donc, bien évidemment, avec notre manque d'humilité dont parlait le docteur, on dit tu ne me comprends pas. Alors qu'en fait, on ne se fait pas comprendre. On ne sait pas se faire comprendre. L'attitude qu'il faut, c'est l'attitude qui arrive. En fait, c'est comme les clés. La meilleure clé, c'est la clé qui arrive à passer dans la serrure. Tant que votre clé n'arrive pas à passer dans la serrure, c'est que vous avez toujours choisi la mauvaise clé. Voilà. Donc, au niveau de la communication, l'attitude qu'il faut, c'est l'attitude qui convient à l'autre. Voilà. C'est pourquoi il faut être flexible. Il faut faire montre de beaucoup de flexibilité pour mieux communiquer. Vous essayez une phase A, elle ne marche pas. Vous changez, vous passez à B. Mais si vous restez toujours à A, en espérant qu'en répétant, l'autre va comprendre. En faisant les mêmes choses, bien évidemment, voilà. On obtient les mêmes résultats. Absolument, dans les mêmes conditions. Et c'est pourquoi, justement, quand les gens disent qu'il faut communiquer beaucoup, nous, à la peine, on ne dit pas qu'il faut communiquer beaucoup. On dit qu'il faut bien communiquer. Il faut mieux communiquer. Il faut communiquer juste. Voilà, parce que comme on l'a dit, le silence, c'est la communication. Agir, c'est la communication. Voilà, donc, 24 sur 24, on communique. Mais il faut que la communication soit adaptée à l'individu. Voilà. Donc, chacun est responsable dans la communication. Et celui qui communique et celui qui reçoit la communication. Si, par exemple, moi, je sais que le docteur Brou, c'est un visuel comme M. Dutif, mais si je peux comprendre. Quand il dit, par exemple, on va mettre des choses claires, moi, en tant qu'auditif, je saisis et je réponds, OK, je suis d'accord, pourquoi mettre les choses claires? Et lui répondra, donc venez qu'on s'entende. Voilà, venez qu'on s'entende. Et vraiment, nous deux, chacun est content. C'est très facile pourvu qu'on se connaisse. C'est un peu comme la grammaire. La grammaire française, si vous ne connaissez pas la nature des mots qui composent une phrase, c'est difficile de faire les accords. Tout à fait. Voilà, c'est la même chose au niveau social. Si on ne sait pas les tempéraments qui composent notre groupe, c'est clair qu'on va faire des erreurs au niveau social. Très bien. Très passionnant tout ça. On n'a même pas envie de s'arrêter, malheureusement. Nous avons des contraintes de temps. Absolument. Donc, je rappelle donc qu'en début d'émission avec Miss Brou, Edith, on parlait donc de ces métiers-là qui ne seront pas menacés par les machines et l'automatisation de tout ce qui nous entoure. Et puis, à l'instant, avec nos deux experts, le docteur Brou, psychiatre, et M. Bibi Douka, programmateur neurolinguistique. Nous avons parlé donc de communication dans le couple et de techniques pour améliorer la communication. Merci, docteur. Merci, M. Bibi. Et puis, on se retrouvera, Inch'Allah, jeudi prochain. Dieu voulant et Dieu aidant, comme même dire le médecin. Moi, je serai très heureuse de vous retrouver déjà demain à partir de 13h15 pour un nouveau numéro, le dernier de la semaine d'ailleurs de On garde le contact. Et je rappelle que cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. À demain.